Bien, eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre ce soir. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la saison Africa 2020, qui est portée par l'Institut français. J'en profite pour saluer la commissaire générale Ngoné Fall, avec qui nous avons eu le plaisir de concevoir ces conversations. Et je salue aussi mes collègues de Etuti Quanti et de October Octopus, avec qui nous avons le plaisir de programmer ces conversations tout le long du mois de mars pour cet événement qui s'appelle le Sommet de septembre, qui, comme vous l'aurez compris, aurait dû avoir lieu en septembre dernier, et je n'ai pas besoin d'expliquer les raisons pour lesquelles nous avons dû décaler l'événement. Cette rencontre aurait dû avoir lieu à la Halle Tropisme, que je salue également. Elle a lieu de manière complètement virtuelle, mais nous sommes ravis qu'elle puisse avoir lieu néanmoins. On est ravis de recevoir Tao Tavengwa et Michel Lusso pour cette rencontre sur les futurs de la ville. Et c'est Dominique Rousset, qui est productrice à France Culture. Vous pouvez l'entendre dans l'émission Nos Géographies. C'est Dominique qui posera les questions de cette rencontre. On est ensemble à peu près pendant une bonne heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat de Zoom si vous êtes sur Zoom ou dans les commentaires sur Facebook. Si vous nous écoutez sur Facebook, vous êtes en train d'entendre la version française de cette discussion. Si vous tenez à entendre la version anglaise ou la version bilingue, je vous invite à nous rejoindre sur Zoom, où vous pourrez choisir la langue d'écoute. Voilà, j'en profite pour remercier les traducteurs, Stéphane Zangara et Laurent Manuel Lefort, qui seront les voix françaises et anglaises de nos invités. Et quant à moi, je disparais et je vous souhaite une très bonne discussion et je laisse la place à Dominique Rousset. Je vous remercie. Merci beaucoup Cédric. Bonsoir à tous, bonsoir à nos deux invités de ce soir, Tao Tavengwa et Michel Lusso. Tao Tavengwa est le cofondateur de Cityscapes au Zimbabwe, Afrique du Sud, et également UK en Royaume-Uni, où il séjourne, je crois, entre le continent africain et l'Angleterre, le Royaume-Uni. Et Michel Lusso est un géographe. J'ai eu le plaisir effectivement de déjà recevoir dans nos émissions nos géographies, géographe très connu en France. Je le dis pour chacun d'entre vous, je pense que vous savez de qui il s'agit. Ce sera très intéressant d'avoir ce que nous espérons un dialogue entre eux, hein, plus que des interviews, bien entendu. Ce que j'aimerais, c'est ce que nous aimerions, c'est qu'ils échangent autour du thème qui a été donné, c'est-à-dire les futurs de la ville. Je le mets au pluriel, vous allez voir que ça a du sens pour chacun d'entre eux. Tao Tavengwa est peut-être davantage, en tout cas, s'intéresse évidemment lui aussi à l'avenir, au futur des villes, veut nous parler bien entendu des villes africaines qu'il connaît fort bien, et quand on parle de villes africaines, on ne les mélange pas toutes, comme il va nous le démontrer. Et on n'oubliera pas aussi qu'on ne parle pas que des métropoles, mais de villes moyennes, voire de villes petites, de tout ce qu'elles ont à apporter, y compris à la culture occidentale. Et je crois que ce sera très intéressant aussi de l'entendre parce qu'il a une approche davantage peut-être tournée vers l'architecture, vers l'art, du côté et qui évidemment compte beaucoup dans notre perception des futurs de la ville. Quant à Michel Lusso, Michel Lusso est très, très actif sur tous les secteurs de la géographie, suit beaucoup l'actualité, je le signale parce que certainement nous aurons à en parler. Il a beaucoup à dire aussi sur ce que nous vivons, cette crise sanitaire et ses effets sur la vie urbaine. Et voilà, donc j'aimerais, sans aller beaucoup plus loin, lancer la conversation entre eux et peut-être en leur posant cette question, les futurs de la ville, qui sont le sujet qui ont été choisis par Africa 2020, comment entendent-ils ce pluriel, les futurs de la ville? Je sais, Michel Lusso, que vous souhaitiez démarrer par cette distinction. On ne parle pas de l'avenir des villes, mais plutôt des futurs de la ville. Est-ce que ça vous convient comme interprétation et comment pourriez-vous approcher ce thème? On posera la même question, bien sûr, à Tao Tavengwa, que je vois aussi et que je salue. Michel Lusso.
Merci Dominique, bonsoir Tao, très heureux de pouvoir discuter ce soir de cette question. Et effectivement, je voudrais commencer par dire que pour moi, le S à futur est particulièrement important. Et je crois d'ailleurs qu'il faudrait aussi accepter de toujours parler non pas de la ville, mais plutôt des villes. Vous savez, un peu comme la philosophe Hannah Arendt ne parlait jamais de l'être humain ou de l'homme avec un H majuscule comme on le disait à l'époque, mais toujours des humains, des hommes, c'est-à-dire des individus réellement engagés dans des situations d'action politique ou des situations de réflexion. Eh bien, je crois qu'il en est de même pour nous qui nous intéressons aux villes et aux manières qu'ont les humains d'habiter des villes qui sont à chaque fois des villes spécifiques. Aucune ville finalement ne ressemble vraiment à une autre, même s'il y a évidemment des régularités, qu'on peut observer des tendances, qu'on peut observer des formes qu'on retrouve ça et là. Il faut absolument se forcer à bien reconnaître la spécificité de chaque ville et comme il faut se forcer à reconnaître la nécessité de penser non pas un futur pour la ville avec un V majuscule, mais des futurs, une infinité de futurs possibles à inventer chacun d'entre nous dans nos villes pour toutes les villes du monde. Et je crois que ce travail de diversification, ce travail d'ouverture, cette acceptation de ce que j'appellerais une pluralité radicale, c'est aussi une manière pour nous, en particulier européens, et je serais content aussi de discuter de ça avec Tao, une manière de décoloniser nos approches, c'est-à-dire une manière de bien saisir que le moment où la pensée occidentale pouvait prétendre à elle seule définir ce qu'était la ville, le futur, l'être humain, le politique, l'économie, tout ça s'étant transformé en imagination dominante, en imaginaire dominant. Il y a eu une imagination dominante de la métropole mondiale, de la ville globale, eh bien ce moment est passé et qu'il faut pluraliser radicalement nos manières d'approche des questions urbaines et sociales. Et quand vous dites effectivement ce qu'est la ville, c'est même ce que cette pensée occidentale, un peu comme vous le dites, un peu colonisatrice, serait de nous dire ce que doit être la ville. Évidemment, ce n'est pas ainsi qu'il faut raisonner. Tao Tawangwa, quelle définition donneriez-vous à notre titre? Nous parlons des futurs, des villes et pas de la ville, comme l'a précisé Michel Lusseau. Et on ne parle pas bien sûr que de leur taille ici. Tao. So thank you, Dominic, and thanks, Michael, for starting us off. I've been thinking about this topic of futures of cities, and through the day, what sort of kept coming to me is that we have to talk about the past. I think it's very necessary to talk about the past before we talk about these futures. And Mikhail, you mentioned now about the need to sort of like decolonize how we are thinking about these spaces. And I think part of that process is a bit of a reckoning, I would say, of the past. Because a lot of cities across the African continent, as are a lot of cities outside of the North, they pretty much were built as these colonial outposts. They were built with a logic that was never really meant to, they were never meant to be for everybody. They were meant to be for the people that were sort of coming in on a very particular project. So now we have moved on, we're in this place where a lot of these cities are scrambling to essentially try to make them one way or the other serve these larger populations they were never created for. And I think that is the basis of a lot of the problems that or challenges that actually our cities face. So I think in order to be able to have a coherent conversation about the future, we have to start about understanding the logic around which that's built, because that's dictating and determining the infrastructure that they have right now, the way they are planned out, and those things almost like need to be
discarded or developed around somehow. So the future of cities will be determined by that. Sure. Diriez-vous aujourd'hui, Tao Tawengwa, est-ce que vous voyez dans les villes africaines, alors encore une fois, je suis prudente en disant les villes africaines, ça n'a peut-être pas beaucoup de sens, et je vous laisse prendre des exemples, mais diriez-vous qu'aujourd'hui, justement, les villes africaines ou la ville africaine réfléchit à une autre identité, justement, que celle dont elle a hérité? Puisque vous avez parlé du passé, avant de parler du futur, je passe par le présent. Est-ce qu'aujourd'hui, certaines villes africaines sont en train de se réinventer selon leur propre modèle? I think it's a. I think to be honest, my take is that not consciously, there isn't this like grand project to build this identity of the modern. I mean, it's built itself. I think people have responded to the conditions that have been inherited from the past. I think people have responded to, and in those responses, a new, I would say, a new form is coming up. A new sort of like identity of how we might think about cities is coming up, and it's not necessarily all intentional. But there's also other influences, right, that are sort of coming up. What's determining a lot of what's the shape and form of African cities is not just that they are growing so quickly, but also you know, the investments that they are managing to attract and who's determining what's built. The sort of like political structures that are very different across the tens of African countries that are there, each country with its own multiple identities of like city from like big to small. So I think those things are all happening and are in the mix, yeah. Michel Lusseau, parce qu'on va bien sûr parler également du modèle soutenable, hein, du modèle du développement durable, de ce qui est possible et encore faisable dans toutes nos villes d'ailleurs, hein, qu'il s'agisse de celles de l'Occident ou de celles d'Afrique. Vous connaissez les villes africaines, j'imagine, Michel Lusseau? Je connais mieux les villes asiatiques que les villes africaines, en fait, et que les villes d'Amérique latine que les villes africaines. D'accord. Mais sur cet héritage dont vous parlez, occidental, et puis plus que ça, sur cette forme de développement des villes très accélérée, liée évidemment à la mondialisation, à tout ce que nous savons, avec les défauts qui vont avec, est-ce qu'on peut imaginer un modèle de ville qui soit typiquement africain ou typiquement asiatique, qui puisse sortir de ce modèle global? Parce que c'est quand même la première difficulté. Question difficile. De facto, depuis 50 ans, depuis l'enclenchement de ce que j'appelle l'urbanisation planétaire avec certains de mes collègues, on a vu s'imposer un modèle de ville vertueux, qui est globalement le modèle de la métropole, le modèle porté par ce qu'on appelle en France la métropolisation, qui d'ailleurs n'a pas forcément de traduction simple en anglais, mais qui est plutôt en anglais porté par le modèle de développement de la World City ou de la Global City. Donc en fait, le modèle d'une ville tournée vers l'entrepreneuriat, tournée vers le développement économique, connectée au réseau d'échange, au réseau financier qui capte les classes créatives, qui captent les investissements, qui développent du grand projet. Ce modèle-là est un modèle dominant depuis 50 ans et de facto, les villes sont des plateformes majeures du capitalisme contemporain. Bien sûr. Comme elles sont des plateformes majeures de drainage des technologies, des intelligences et des capitaux. Et dans une certaine mesure, ce que la pandémie vient de nous prouver, une fois de plus, après que la crise de 2008 nous l'avait déjà prouvé, la crise économique de 2008, c'est que ce modèle de la ville puissante, ce modèle n'est pas soutenable. Ce modèle, de facto, n'est pas soutenable. Il n'est soutenable nulle part. Et regardons aujourd'hui comment New York, Londres, San Francisco, Chicago, Tokyo, toutes les plus grandes
global cities sont aujourd'hui affectées, fragilisées par une simple pandémie. Donc, ce modèle n'est pas soutenable. Oui. Et, ce qu'il convient donc de faire, c'est de tirer parti de ce moment où cette insoutenabilité est confirmée pour inventer des futurs possibles. Et là, je dirais, cher Dominique Rousset, que je ne suis pas sûr qu'il faut inventer un futur pour les villes d'Afrique, un futur pour les villes d'Asie, un futur pour les villes d'Europe, mais plutôt des milliers de futurs possibles dans chaque continent pour chaque ville. C'est-à-dire, l'idée est plutôt de revenir à ce qui fonde spécifiquement, localement, chaque ville dans sa capacité à exister et dans sa capacité de définir un projet avec les habitants. Parce que si nous voulons impliquer les habitants, alors il faut reconnaître qu'il n'y a pas de modèle universel de ville, il y aura des modèles portés par les sociétés locales ou pas. Et si possible, y réfléchir collectivement, comme on essaie de le faire Bien sûr. ce soir avec ce dialogue entre vous deux. Et peut-être cela nous emmène, Tao Tawengwa, parce que je sais que vous y tenez, à parler d'autres villes que des grandes métropoles que nous avons toutes en tête. Michel Lusseau en a cité plusieurs. Est-ce que cela, ce que souhaite Michel Lusseau, cette réflexion qu'il doit venir maintenant après les crises successives, 2008, 2011 et maintenant cette pandémie terrible, est-ce que cela doit passer par un autre regard vers les villes plus petites, les villes moyennes qui, elles aussi, ont beaucoup de créativité, beaucoup d'inventivité à nous montrer? Ce serait une des solutions. So the continent, the African continent, is about 4 really big cities. You know, Cairo, Kinshasa, Lagos, and I forget the 4th one. That's what everybody wants to talk about. But the reality everybody wants to go there. Everybody but the reality is there. that most people actually live in the smaller size, mid-sized cities. Of course, these big cities are like any big cities anywhere. I don't think cities on the African continent are any different from any other city. You know, there are these big magnets. That's where industry, that's where opportunities are. So they do attract people, and they're attracting a lot of people, but a huge number of people. I was reading something earlier that there are 4,750 cities across the continent that are average between 500,000 to 2 million people. So that's where a substantial amount of people are, and that's where a substantial amount of people will stay. So the idea of the metropolis, as you mentioned, Michael, is it's a good sort of idea and model that everybody has looked to, but I don't think it's that applicable to where most people are going to end up to. So I wonder if we could expand sort of like how we speak about cities in general and cities on the continent specifically, to include those, because there is no lesson or few lessons to be learned, good or bad ones, from a city like New York, in a city of 300,000-400,000 people that has got like is battling to try to have working infrastructure that is also growing, because those cities have got a good amount of growth too. So I think we need to kind of like balance how we address this. But also, you mentioned Dominic, you mentioned the like COVID. What's really interesting to me is a lot of and I don't want to be to generalize too much here, but I think in the last year there has been this like incredible sort of it's just been this incredible moment where everybody in the world has had to deal with a fair amount of uncertainty. And the truth is that a huge number of people in cities across the continent, in cities in South Asia, Southeast Asia, in cities in Latin America, deal with uncertainty all the time. So there's a mode of operation and surviving in cities across those regions, which actually in many ways has benefited from things haven't been as bad as they could have been. So
that's for me is one of the most interesting things that's happened in the last year. And I hope people in cities elsewhere are taking notice and not dismissing these as like certain anomalies, because I think there is a certain way of operating and doing things that we have to really sort of like look at closely. Yeah. Michel Lusseau, ce sentiment effectivement d'incertitude, de vulnérabilité aussi qui a frappé la population dans son ensemble et celle des villes qui ne s'est pas sentie plus protégée, voire plutôt moins qu'ailleurs. Oui, ce que vient de dire Tao est très important et je pense de fait que nous devrions réfléchir au futur à partir des expériences passées. Tao en a évoqué quelques-unes, et y compris les expériences les plus immédiates de notre passé récent, donc la grande crise de 2008-2011 et la pandémie. Moi, je lis toujours ces deux crises dans une certaine mesure. Pour moi, elles ouvrent et elles ferment une même période de questionnement. La première était quasiment un avertissement de ce que nous vivons aujourd'hui. Et en fait, on pouvait même peut-être remonter à la première crise du SRAS de 2002-2003, mais en tout cas, je lis toujours un peu cette séquence comme ce moment où, alors qu'apparemment la métropole étend son empire, en vérité, elle est déjà en train, dans une certaine mesure, de s'affaiblir. Et je crois que ce que nous devons découvrir, c'est comme Tao l'a dit, le fait que l'incertitude est la seule chose dont nous sommes certains. C'est paradoxal, mais la seule certitude, c'est que nous sommes dans une situation d'incertitude. Il faut faire avec ça, il faut manager ça, c'est très compliqué. 2, la vulnérabilité est assurée. Nous sommes toujours déjà vulnérables, à la fois en tant qu'individu, en tant que société, en tant que ville, en tant qu'organisation urbaine. Et il faut transformer ce qui apparaît comme des faiblesses, comme une sous-optimalité. Vous voyez, dans la théorie urbaine classique, l'incertitude et la vulnérabilité, c'est une sous-optimalité. C'est quelque chose qu'il faut proscrire. Eh bien, il faut transformer ça en capacité d'agir. Il faut transformer ça en capacité d'inventer des futurs pour les villes, et en passant évidemment par la possibilité que nous avons de mobiliser toutes les parties prenantes de la société urbaine pour travailler cette incertitude et cette vulnérabilité, pardon de le dire comme ça de façon un peu paradoxale, mais comme des ressources à la fois individuelles et collectives. Et ça, c'est complètement en rupture avec l'idéologie classique, l'imagination classique de la métropole puissante, optimisée, capitaliste telle que nous la connaissons. Et quand je dis ça, je ne dis pas qu'il faut arrêter la croissance, qu'il faut arrêter la créativité, qu'il faut arrêter la relation entre les villes, entre les unes et les autres, qu'il faut arrêter la culture. Non, au contraire, il faut reprendre tout cela, mais à partir de ces deux constats. Oui, Tao Tawengwa, je vois que vous vouliez réagir à ça. This is really interesting. I think what we need to do is embrace the uncertainty. It's sort of defining everything else anyway. Climate change, all these sort of like big challenges. So I think, how do you, if you were to fully embrace that is uncertainty, which I must say, in places that have huge sort of incidents of so-called informality, it's essentially, for me, informality is people that have learned to work and create a system that functions as much as they can out of uncertainty. So for me, that is something that we actually really need to embrace. Uncertainty is not it should not be debilitating. So the thing is, how do you embrace it, and how do you sort of like embrace that idea of uncertainty and vulnerability? And how you think about the built environment, about architecture, about planning, about housing, about jobs, about, so I think that can be very healthy. For me, my one big hope is that out of this year comes at least a way to embrace and try to work with that displacement as a force that you can actually harness and do something positive with.
You know, that's yeah. J'ai une petite remarque peut-être de comparaison entre les villes africaines, ou les villes, on les trouve aussi en Asie, en Amérique latine, que Michel Lusseau connaît bien, et nos grandes villes occidentales. Si on reste sur le plan strictement économique, Michel Lusseau a évidemment parlé de la puissance, de la technologie. Ce sont des villes, notamment les métropoles, qui attirent évidemment tous les grands métiers liés à la technologie, au numérique, au reste. Dans les villes africaines et les villes des pays moins développés, on a beaucoup de travail informel. Et puisqu'on parle d'incertitude, de vulnérabilité, le travail informel, par définition, rend les populations plus vulnérables et plus incertaines sur leur avenir. Mais est-ce qu'il n'y a pas, je suis peut-être un peu provocatrice, mais est-ce qu'il n'y a pas là quand même des réservoirs de créativité? Est-ce que, par exemple, dans une économie plus frugale, vous voyez, si on parle de développement durable, il n'y a pas là des pistes tout à fait intéressantes du côté des villes africaines dont pourraient s'inspirer les villes plus développées? C'est une question très ouverte. Je la pose d'abord, bien sûr, à Tao Tawengwa, mais je voudrais également l'avis de Michel Lusseau. Est-ce qu'il n'y a pas là des ressources de créativité différentes qui débordent cette économie surdéveloppée que nous avons poussée jusqu'à présent? I'm going to provoke back. So the fastest growing sector in any Western economy is essentially the gig economy. That's informal jobs. So we should just call them what they are. We should call them what they are. Their logic, the uncertainty they bring, their effects on people's livelihoods and incomes, whatever, they are not any different from any informal. So I think there's also a semantic problem we have here, that we call it gig economy if it's happening in the West. We call it informality if it's happening out of the West. So we need to kind of like stop that for you know, and then begin from there. So how do you then, when you really understand that the problem of insecure jobs that the gig economy brings is the same problem that that informality sort of like presents. Okay. And then learn from both. So there are things that are really, really interesting in sort of like how part of what's led to the technologies that have led to the gig economy. I think there are some people that are doing some interesting experiments on how they could be adapted and used to essentially on some level formalize the informal economy across the global South. And I think there needs to be a creep the other way. Like, how do people that are thinking about labor and job security and all this stuff in cities like London, where I am right now, towards that way? So almost like, how do you informalize and accept the fact that a huge part of the economy in the West right now is informal? You know, so and I think maybe that will put us somewhere perhaps a little more productive. Michel Lusseau, êtes-vous d'accord avec cette analyse, cette petite provocation? Oui, je pense en fait que ça n'est pas une provocation, c'est un constat empirique. C'est quelque chose qu'on peut élargir, même, on pourrait dire, même en s'amusant, qu'une entreprise formelle dans le monde occidental, c'est d'abord au départ une entreprise informelle qui a réussi. C'est d'abord une construction informelle qui s'est ensuite consolidée et qui s'est réglementée. Et d'ailleurs, ne soyons pas hypocrites, beaucoup d'entreprises formelles du monde occidental n'existent que parce qu'elles s'appuient sur de l'informalité ici et ailleurs. Voilà. Si nous prenions le secteur, non pas de la gig economy, mais si nous prenions le secteur, par exemple, de la production de vêtements, mondialisé, qui est un secteur qui est très appuyé sur les villes partout au monde, eh bien nous verrions que partout, les grandes marques mondialisées s'appuient sur des secteurs informels.
Voilà. Exactement. Donc, arrêtons d'être hypocrites, parce que finalement, une partie de la bonne conscience occidentale que nous avons assez souvent, c'est une conscience d'hypocrite. C'est-à-dire, nous ne voulons pas admettre que nous appuyons sur ce que nous dénonçons par ailleurs. Mais si on va plus loin, et j'aimerais avoir l'avis de Tao là-dessus, puisque Tao, à la fois agit et vit au Zimbabwe et en Afrique, mais il a aussi une très bonne connaissance de Londres et de toutes les global cities occidentales. Dans une certaine mesure, ne pourrions-nous pas dire que le développement urbain, le développement de l'espace urbain, la croissance de l'espace urbain dans le monde entier est à 80% informel et non contrôlé. C'est-à-dire, dans la plupart des cas, les villes se développent sans plan d'ensemble, sans contrôle. Même à Paris, même à Londres, les espaces qui sont contrôlés par la puissance publique et par l'urbanisation et l'architecture formelle, en réalité, dans le monde, sont minoritaires. Donc, il faut partir de cette idée-là, c'est ce que disait Tao tout à l'heure, hein, il faut inverser un peu la pente, il faut partir de l'idée que, globalement, comme j'ai l'habitude de le dire, très souvent, les villes dans le monde sont auto-organisées. Auto-organisées par qui? Par les habitants, par les acteurs, par les parties prenantes. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas partir de là pour construire les futurs? Tao. That's a fantastic point. I love what you just said, because it sort of takes us to another sort of really interesting space, right? Which is that who is building the same logic that's building and is in charge of whatever developments are going on in a place like London are the same that are determining what's being built in Lagos and what's being built in Mumbai and the form and the, you know, so at the end, there's this romantic idea of cities belonging to people, right? To everybody. You go in, you lay your claim and you flourish and you hustle and you do all these like beautiful things and you make a life or you fail and you go elsewhere. But the truth is that, like, you know, we don't have, you have got control only at the edges. The typical sort of person has got, if they've got any control at all in how and where they live, it's right on the edges, because what's being built, the decisions being made on how it's built, etc., are really not out of in our control anymore. So cities, we want to think of them as being these very democratic spaces, but they are not being built and thought of in, you know, controlled in a very democratic way. We elect our mayors, we elect our representatives, but even they have no real juice when it comes to sort of like determining. That's why everything looks the same. It's hilarious how you go to Manhattan, go to Joburg, go to Paris, go to London. It's the same building. And I think that is, on some level, it is in sort of the new architecture that's coming up. So I read an amazing statistic that said 4-5% of new buildings are controlled by architects in terms of like their construction. The rest are developers. You know, so and that's everywhere. That's everywhere. So I think that there's that sort of like other sort of like level of this as well, that how do we, the reason why they perhaps isn't that much, or at least the same pace of development of infrastructure, of whatever is very necessary in a whole lot of cities across Africa, is because there's no money in it for the people that are wanting to invest. So we have to talk about that too, about really what is influencing and determining the development of those cities. And I think we really need to break away. As an African, I really think we need to break away from the Western model on who's doing it, because we're just actually following the same pattern and making the same mistakes, which we're going to have to correct in the future. So the future, or these multiple futures we're talking about, are also going to be trying to correct mistakes of the past.
a lot of cities in the West right now are speaking about retrofitting solar, getting rid of like, you know, these mobility challenges of too many cars, etc. We are building in exactly the same model. So how do we sort of like break away from that and say we want to sort of like start anew? I'm sorry I took too long, but I just really needed to sort of like try to. No, that's fine. Yeah. That's fine, Tao. Just one thing, pardon, ce que je pensais en vous écoutant, c'est bon, ok, vous faites le même constat, nous faisons ce constat on ne va pas parler de l'échec de la ville, mais tout de même, cette pandémie nous met face à nos solitudes, nous met face aux difficultés de la ville, et à l'instant, Tao souligne à quel point cette globalisation, ce modèle comme ça imité partout dans le monde, n'est pas une réussite. Maintenant, essayons d'imaginer les futurs de la ville et qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour sortir justement de ces situations difficiles, de solitude, de travail. Qu'est-ce qui pourrait rendre la ville plus inclusive? Est-ce que ça doit s'adresser à l'architecture de la ville? Est-ce que ça doit être une meilleure gestion de l'espace public? Est-ce qu'il faut de l'initiative qui échapperait davantage au contrôle des grandes firmes? Qu'est-ce que vous mettriez en premier, l'un et l'autre? Je connais un peu les préconisations de Michel Lusseau, mais peut-être en quelques mots, Michel, nous dire quelles seraient les conditions d'une ville plus inclusive qui ferait sa place à chacun. Alors, assurément, moi, je ne commencerai pas par l'architecture. C'est-à-dire, je pense même que c'est peut-être une des dernières choses. Je n'ai pas parlé de l'art aussi, j'aurais dû le mentionner, bien sûr. C'est peut-être une des dernières choses auxquelles il faut penser. C'est-à-dire, je ne commencerai pas par la forme. Okay. Je commencerai plutôt par une réflexion sur les manières d'habiter, c'est-à-dire une réflexion sur la façon dont les individus devraient pouvoir cohabiter dans un espace qui est aussi un espace social, un espace culturel, un espace affectif. Donc moi, je dirais que je ne partirai jamais de ce que j'appelle l'espace, mais toujours, pardon pour les interprètes, partir de ce que j'appelle la spatialité, la manière dont les individus habitent, cohabitent ensemble. Occupent l'espace. Et même plus qu'occupent, c'est-à-dire au jour le jour, organisent avec d'autres leur espace de vie, et d'ailleurs avec d'autres qui sont de plus en plus aussi des non-humains, comme on a l'habitude de le dire aujourd'hui. Et je partirai de là pour me poser ensuite les questions de la ville inclusive. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que de cohabiter dans une ville où chacun ait un accès au logement digne? Qu'est-ce que ça veut dire cohabiter dans une ville où chacun peut accéder à des espaces publics où il n'y a pas de surcontrôle de cet espace public par les autorités ou par la puissance privée, puisque vous savez, un espace public, c'est un espace qui est vide de tout pouvoir. C'est un espace qui n'est pas contrôlé par l'État ou par la puissance publique, mais c'est un espace qui n'est pas non plus totalement contrôlé par les intérêts marchands. Qu'est-ce que ça veut dire que dans une ville de demain, accéder aux services de santé, aux services scolaires? Et qu'est-ce que ça veut dire de faire cela en faisant en sorte que les principaux acteurs de ce renouveau de la cohabitation soient les habitants eux-mêmes? Il me semble que ce sont des questions à partir desquelles nous pouvons envisager des futurs, si l'on est bien d'accord, Dominique et Tao, que ces futurs ne sont pas écrits d'avance. Les futurs des villes ne sont pas écrits d'avance. C'est-à-dire qu'il faut refuser les prescriptions du futur que veulent nous imposer Elon Musk, certains GAFAM, certains gros investisseurs immobiliers. Les futurs, c'est à nous, cohabitants dans un monde fragilisé, c'est à nous de les écrire au jour le jour. Tao, même question pour vous. Ce qui peut rendre une ville inclusive, on ne part pas de l'architecture. I agree. Let's not start with architecture. Mm-hmm. There's this expression I love about if all you have is a hammer, everything is a nail, or something like that. I think architecture is looking at society as the nail. It's got a hammer-nail problem because every problem can be addressed by building something. But I think there's the nuance, yeah. There's
the sort of like the system level questions that really need to be addressed. Speaking very loosely, there's not only across the African continent, but I think a lot of cities have got a governance problem, which really needs to be addressed. We sort of like have got cities that are still run like they were like were in the 1800s or 1900s. So I think we need sort of like perhaps a different model of governance of cities. I think that is something that we should really, you know, people like you, Michelle, should really invest in thinking about. And then there's the sort of like almost like base level question for me that we need to go back and really ask ourselves, what do we want our cities to do? Are they supposed to be just merely economic engines? Because that seems to be somehow, we have all agreed that all cities are economic engines, but you know, what are, and all the other issues are about human flourishing, about wellness, about whatever are secondary. So I think we need to really kind of like revisit that question, what it is that we want our cities, our built environment to do. So I'm in total agreement with Michelle that architecture is the last thing. So in terms of how do you respond, I think we need to think about this governance question, because that's like the big gaping holes. So for me, that's like fundamental. And also, if I may add one last thing, how all these things like culture and creativity and whatever, we also have to sort of like really try to figure out how do they determine what that future form is going to be like, because I think that's going to be really, really important. Pour ne pas nous décourager trop, parce que la ville que vous espérez l'un et l'autre pour l'instant n'est pas très visible, avez-vous quand même quelques pistes, quelques exemples l'un ou l'autre dans tout ce que vous observez et étudiez? En Afrique, bien sûr, chez Tao Tavenkwa, avec peut-être, on l'a mentionné à plusieurs reprises, le rôle de l'art, de la créativité, de toute forme d'inventivité, de créativité. Ou Michel, peut-être avez-vous en tête quelques modèles de villes, quelques expériences dont on pourrait bien s'inspirer pour le futur. J'aime bien lorsque vous dites qu'il ne s'agit pas seulement des humains, mais de tous ceux qui cohabitent avec eux, et évidemment la nature, et pourquoi pas les animaux, en tout cas, penser une ville autrement. Qui veut répondre en citant peut-être quelques exemples qui vous viendraient en tête? Michel. Très souvent, d'abord, je voudrais dire, allô, excusez-moi, très souvent, je voudrais dire d'abord que je partage complètement l'idée de Tao qu'il y a une question tout à fait essentielle à régler, à aborder, qui est la question de la gouvernance. Tout à fait. Du gouvernement urbain d'ailleurs. Hein, et je crois que nous pouvons peut-être, Tao, converger aussi vers l'idée que, en vérité, il y a très peu de bons gouvernements urbains aujourd'hui à travers le monde. Très, très peu d'exemples de bons gouvernements urbains. Parce qu'il est trop facile de dénoncer l'absence de gouvernement urbain en Amérique latine, en Afrique, en Asie. On cite toujours ces villes qui ne paraissent pas contrôlées, qui ne paraissent pas démocratiques, etc., ce qui est sans doute vrai. Mais vous savez, aux États-Unis comme en Europe, on n'en finirait pas de citer les cas de dysfonctionnement des gouvernements urbains. On n'en finirait pas. Et d'ailleurs, en Europe y compris, on n'en finirait pas non plus de citer les cas, et aux États-Unis également, où non seulement les gouvernements urbains dysfonctionnent pour assurer un logement, un accès aux soins, un accès au réseau de transport public, un travail, des capacités de création. Et là, la pandémie nous a bien mis devant, par exemple, la fragilité des systèmes de soins dans les grandes mégapoles mondiales. Mais nous avons également des villes occidentales où même la question des libertés publiques, de l'accès aux espaces publics,
est une question qui se pose. Donc, voilà, je crois qu'on n'a absolument pas à rouler des mécaniques, pardon encore une fois pour les interprètes, pour l'expression idiomatique, à rouler des mécaniques en matière de gouvernement urbain. Alors ensuite, pour répondre à votre question, quand on réfléchit au cas vertueux, assez souvent en tant qu'Européens, on donne des exemples en Scandinavie, hein, dans le monde scandinave, ou aux Pays-Bas. Et bien moi, j'ai envie de dire qu'en réalité, partout au monde, il y a des milliers d'expériences convaincantes. Puisque nous sommes dans Africa 2020, prenons par exemple ce que tente Nimo Bassé, par exemple, au Nigeria, activiste, fondateur d'une ONG qui, autour de projets à la fois d'éducation, d'empowerment, notamment des femmes, mais aussi d'implication des habitants dans la construction de projets urbains participatifs, eh bien, il tente d'inventer des futurs pour des villes moyennes, notamment au Nigeria, qui sont exposées à des contraintes extrêmement fortes. Et je pense que sur l'ensemble du continent africain, d'ailleurs de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique du Sud, en passant par l'Ouest et l'Est, on trouverait énormément de mobilisation, des mouvements qu'on pourrait presque appeler grassroots, hein, dans un sens, c'est-à-dire des mouvements qui s'appuient sur des habitants, sur des ONG, sur des activistes pour essayer finalement de faire émerger des projets qui vont toujours être des projets qui vont associer de façon systémique différentes modalités d'action. Donc je pense en réalité qu'une partie des futurs sont là. La vraie question qui se pose alors, c'est comment les reconnaître, comment les accompagner et comment les considérer comme légitimes, ces expérimentations. Parce que le problème que nous avons, c'est souvent que nous ne les considérons pas comme légitimes, notamment vu de l'Occident, vu de la Banque mondiale, vu d'un certain nombre d'opérateurs occidentaux. Nous les considérons souvent avec condescendance, alors qu'elles pourraient nous apprendre beaucoup sur les futurs, comme nous l'avons esquissé tout à l'heure autour de la réflexion sur l'incertitude. Et bien sûr, vous avez fort bien fait, j'imagine, de mentionner le rôle des femmes. Alors, le rôle des femmes qui, dans les villes africaines, en termes, notamment pour nourrir la population, les fameuses alimentations dans la rue, etc., est déjà très important. Les ONG également, féminines, sont souvent efficaces et très présentes. Quels sont les exemples que vous pourriez nous donner, Tao Tavenkwa, à ce sujet, ou par rapport à ce que vient de nous dire Michel Lusseau, mieux écouter, bien sûr, la population et les groupes qu'elle forme? So for me, what really excites me are these very community-based organizations that have come up, because, but also part of the problem is we still think of them as community organizations and we look at them that way. I just want to say what really excites me when I look at some projects, and I'll mention a few, is that they are proposing a really, really different way of how we think of institutions. They are proposing a very different way to format institutions. So some are able to kind of hold this logic where they are both able to operate very formally and very informally. And there's a very different kind of like institutional architecture that I think we could learn from. I'll give a few examples. There's a fantastic project that I just love in Tijuana called La Grania. It's operating on the most, what's considered one of the most violent places in the cities in the world, and they've done this like remarkable work on sort of like how to rebuild community with this program. They're sort of called rebuilding civic muscle. So they've got this building that they've built, which they call the bunker, which really resembles a bunker. It's all concrete, but in there they've done remarkable stuff. They have been able to be a space where these different gangs have reconciled and ended up being part of adding to the community. They have a flourishing garden that feeds the community and is teaching people about Mexican food cultures that are being lost. They
really looking at the role of women in sort of like being very participant actors in bringing communities together. They're working in technology. They've got this incredible orchestra and all manner of things. There's a project in Port Harcourt in Nigeria called CMAP, which started off as a protest to stop evictions from like the waterfront in Port Harcourt. And it has grown into become this like really, really interesting way of self-mapping and giving people a voice and claiming a community's right to be where it is, but also becoming also quite propositional. That's a second one. South Africa is really great at the fact that it's got all these organizations that because of how the country works, are able to use the law in order to get the government to or the private sector or whomever to essentially live up to their constitutional. So I think that we could sit. As a matter of fact, I'm working on a project about these kinds of interventions right now, and I'm super excited. I also want to mention the question of youth, because I think you cannot talk about the African continent and its cities without mentioning youth. They're like a huge presence. But also what's really interesting is that the youth on the continent are really, really optimistic. They are the ones that are going to sort of like, I came across a survey, the Africa Youth Survey or something, which essentially said something like that 82% of African youths, these are people between 16 and 24, are truly believe that their lives will be better in 2 years' time. So there's energy there. So they're producing culture, they're producing ways of sort of like marking their presence and so I think there's a lot of energy everywhere. We just have to see it and we have to recognize it. But we also have got to sort of like figure out how we enable that energy to change the institutions that govern it. Of course. Yeah. J'ai deux questions là qui viennent d'arriver, même un peu plus. Pour vous, tiens, Tao, question, est-ce que le phénomène de la privatisation de l'espace public, là dont parlait Michel Lusseau, que l'on voit beaucoup en Europe, est également un phénomène dans les villes africaines, ou est-ce que vous le voyez arriver également? Privatisation de l'espace public, et Michel a mentionné les GAFAM, mais on peut parler de beaucoup d'autres. J'aurais une autre question ensuite pour vous deux, sans doute. Tao? C'est quelque chose que l'on redoute. What people don't get, I'm going to assume that the person that's asked this question has never been anywhere on the continent. The image of the continent that people have is that it's all informal and there's a lot of development, high rises, private estates, etc. Exactly with the same infrastructure that you find in any northern city. So, and every one of those developments on some level is a privatization. I'll give an example of ECHO Atlantic, which is this big, massive project that's been on site sort of haltingly, in Lagos, which essentially was the government facilitated the privatization of one of the most accessible public beaches in Lagos. They privatized the public beach, and this is happening everywhere. So so every development that you see, you go to Cape Town, you go to Joburg, you go to whatever, it is privatization of space. So that is already happening, and this is one of these things that we are just sort of like walking into, knowing it's a problem, but we are not sort of like thinking, how do we not do it? Because there are ample examples that one could look at around how to, and ideas on how to avoid this. Yeah. Ouais, vrai souci ça. Merci Tao. Autre question, mais à moins que Michel veuille réagir aussi à cette question de la privatisation, mais sinon, y a-t-il une ville, pour tous les deux, qui vous a surpris ces derniers mois ou pendant l'année qui vient de s'écouler? Donc on revient sur cette année particulière. Peut-être une ville qui a réagi d'une façon différente pendant la pandémie. Michel, vous avez un exemple en tête qui vous a semblé prendre de meilleures décisions peut-être? En termes de gouvernance, je crois que c'est de ça qu'on parle. C'est difficile à dire parce que il faudrait déjà avoir une connaissance complète de ce qui s'est passé. Disons que
ce qui est très frappant, c'est de voir comment certaines villes comme Taipei, Singapour, Séoul ont pu s'avérer extrêmement préparées à un événement catastrophique, pandémique comme celui que nous avons vécu. Et d'ailleurs, plus globalement, en Corée, la plupart des villes, même les plus petites, ont été plutôt mieux préparées que toutes les Les autres. nôtres. Mais on a vu aussi des choses tout à fait étonnantes, par exemple dans des pays où on n'attendait pas un niveau de préparation. Par exemple, le Chili a plutôt assez bien géré la question pandémique, même si il y a eu des difficultés, mais beaucoup mieux dans une certaine mesure que bien des États américains ou bien des villes européennes. Euh, et à chaque fois que l'on a pu constater cela, j'irais beaucoup dire aussi sur la façon dont la pandémie est gérée en Afrique, parce que on n'en parle pas suffisamment, mais la pandémie circule en Afrique, hein, la Covid circule en Afrique, mais finalement, bien des sociétés urbaines africaines sont plutôt plus résilientes et plus efficaces dans leur suivi pandémique que des villes bien plus équipées, peut-être aussi parce qu'en Afrique, nous avons des sociétés urbaines qui sont plus acculturées aux faits épidémiques et donc aussi avec des formes de solidarité beaucoup plus fortes que ce que nous pouvons avoir ailleurs. Donc là aussi, si on faisait une cartographie des réussites en matière de gestion pandémique, on serait assez surpris de voir que ce ne sont pas les villes qu'on attendait qui ont souvent le mieux résisté. Et à chaque fois, quand des villes résistent, c'est qu'il y a des préparations et des préparations qui sont appuyées sur une capacité de la société à faire face finalement à des situations difficiles et à s'impliquer dans la gestion des situations difficiles. C'est quelque chose qui est très important et qui me permettrait de faire un tout petit lien avec quelque chose de très important que Tao a dit tout à l'heure, quand il a dit que dans beaucoup de cas qu'il observait de réussite, eh bien à chaque fois on trouvait le principe qu'il a exprimé comme ça, giving people a voice, hein, c'est-à-dire à chaque fois qu'on est capable de donner aux habitants une voix, une place, une capacité d'agir, une capacité d'avancer des solutions, en général, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus dans l'incertitude et qu'on échappe à la vulnérabilité, mais ça veut dire qu'on est capable de mieux passer à travers un certain nombre de difficultés. Oui, en tout cas, à chaque fois qu'on leur donne l'occasion, ils s'en emparent aussi. Bien sûr. Ils savent en faire quelque chose. Et on ne va pas tarder à conclure cet échange. Je voudrais encore vous poser une question pour tous les deux. Est-ce que les mouvements de population constants, hein, comme on le sait, enfin un peu freinés actuellement, bien entendu, très même, mais des mouvements qui sont constants entre nos différents continents, donc qui s'intensifient dans le monde, hors pandémie, sont en train, à votre avis, de changer les villes et peuvent leur donner des formes inédites? J'espère que la question est dans un sens positif, naturellement. Tao Tavengwa. So I think cities in Europe have been shaped by migration from the very beginning. It's not a new phenomenon. Mhm. It's just a question of volume. Certainement. So I mean, I walk around London. It's it's everywhere, you know. So I think that that's one thing I would like to point out, and I don't necessarily think I'm an immigrant. I've been an immigrant all my life, so I'm a big proponent of immigration. I think it enriches places, you know, and yeah, I think we just need to Definitely. chill out, you know, like Europeans were immigrants to Africa and Asia and whatever for centuries. Of course, of course. You know, I mean, I'm making light of some very serious issues here, but I really think immigration should not be, you know, people need to just, you know, stop
feeling under threat. You know, I understand, but here again is this vulnerability and uncertainty we're talking about. It's just an expression of that, I suppose, in some way. You know, we obviously have to take these issues very seriously, but I think immigration does not make us more vulnerable. I think it binds us together and gives us common purpose, and we should, both ways, that we should embrace. Yeah. Of course. Michel, ce serait une belle conclusion de sortir là-dessus d'ailleurs. Michel Lusseau. Oui, je partage complètement. Il y aurait même une sorte de paradoxe à voir. Il y a une sorte de paradoxe à voir les gouvernements européens et aux États-Unis devenir obsédés de l'immigration et de considérer que l'immigration est un fardeau, alors que toute l'histoire urbaine est une histoire de l'immigration. Voilà. Que seraient les villes américaines sans immigrants? Pas de ville sans échange, bien entendu. Bien sûr, mais depuis toujours. C'est une des caractéristiques d'ailleurs de l'espèce humaine depuis l'apparition de Sapiens et même avant, partout il y a eu des mouvements et des contacts. Donc c'est une chance. A contrario, les villes où il n'y a pas d'immigration sont des villes qui dépérissent. Et on a des exemples dans le monde de villes qui sont trop fermées, qui n'ont plus d'échanges, en particulier dans l'ancien monde communiste, dans l'ancienne Union soviétique. On a des villes qui sont complètement figées dans une composition de population qui ne sont plus revivifiées par l'émigration, par le contact avec l'extérieur. Même une métropole, même par exemple des spécialistes des villes au Japon s'inquiètent, par exemple, que les villes japonaises ne sont pas assez ouvertes à l'immigration, parce qu'ils s'inquiètent de la perte de vitalité que ça peut vouloir dire. Donc, je suis complètement d'accord avec Tao, l'immigration, c'est un principe, c'est une ressource extraordinaire, avec une exigence, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, et ce sera peut-être une bonne conclusion de fait, c'est que les gouvernements urbains soient capables et volontaires pour faire en sorte que ce cosmopolitisme soit véritablement considéré comme une ressource. Le problème que nous avons aujourd'hui en Europe n'est pas l'immigration. Le problème que nous avons aujourd'hui en Europe, c'est la façon dont les gouvernements traitent la question de l'immigration. C'est la peur qu'on construit sur cette question-là qui est problématique. Si les gouvernements voulaient traiter de l'immigration autrement, comme une ressource, eh bien, nous aurions tout à fait la possibilité d'aborder cela comme une ressource. Donc, il y a vraiment une responsabilité politique des gouvernements à changer, en particulier en Europe et aux États-Unis, à changer leur vision de l'immigration. Ça n'est pas une menace, c'est une ressource extraordinaire. Et elle est indispensable pour les futurs des villes. Oui, pardon, Tao Tawenga. Please. I wanted to also we need to slightly complicate the narrative a little bit. I have lived a huge chunk of my life, actually most of my life, I have lived in South Africa as an immigrant. As an African immigrant in South Africa, I have no idea how difficult that is. So there are literally the same narrative around immigration and immigrants exists across African cities. Where there are instances in history, you know, Nigeria, you know, the thing with the Ghanaians, and where they kicked out all these Ghanaians. South Africa has got this problem at the moment. I remember even growing up for the early years of my life in Harare, where there was like this huge influx of Mozambican refugees running away from the Frelimo war, you know, being treated badly. So these are human problems that I think are quite universal. And I think they're exacerbated by a sense of this uncertainty people have and this sort of sense of threat. But I think for me, cities, I love the idea of cities and the city in the singular, from that, you know, you pull people together and they learn to live with each other. I think, you know, that they're an opportunity to maybe help us, you know, deal with these problems of, you know, so I think, you know, the immigration problem, it is
seriously universal right now. In South Africa, there's an emerging political sort of universe of these like South Africa festers, you know. So yeah, I think we need to kind of also, I think, complicate the conversation about immigration as something that's, as a matter of fact, most immigrants on the continent stay on the continent. It's a small percentage, I believe, like something like 8-10%. Oui, that c'est très, ouais. leave. Yeah. C'est très important, ça déborde un peu de notre sujet, mais je trouve très important que vous rappeliez que les migrations en Afrique sont d'abord internes et très importantes, hein, d'un pays à l'autre du continent. Pour terminer sur une note peut-être positive, mais ça n'est pas obligé, nous parlons des futurs des villes. Une fois sortis de cette pandémie, qui encore une fois est quand même très présente, hein, dans toute notre conversation, êtes-vous relativement optimiste sur les leçons que l'on peut tirer de tout ce qui nous arrive? Je vous demande une réponse assez rapide à l'un et à l'autre. Michel Lusseau d'abord, Tao Tawengwa ensuite. Ce sera notre conclusion. Bon, écoutez, je vais répondre très vite et de manière un peu convenue en disant que je fais mienne cette idée qu'il faut cultiver le pessimisme de la raison, mais l'optimisme de la volonté. Donc, il y a beaucoup de raisons d'être pessimiste, mais à chaque fois qu'on observe de près les sociétés urbaines, il y a toutes les raisons aussi d'être optimiste compte tenu des énergies créatrices que l'on voit un peu partout, aspirer à construire des futurs possibles et des futurs de justice, de prospérité et de dialogue entre les cultures. Donc, pour ce soir, je garderai l'optimisme plus que le pessimisme. Merci, et sans doute en Afrique aussi, grâce à la jeunesse, hein, dont vous nous avez parlé, Tao Tawengwa. C'est pour vous. Ce futur yeah. So I am actually I'm super optimistic. I think this last year has been, having said all this, I'm super optimistic. I think very quickly. I think this last year has been an opportunity for everybody to realize the interconnectedness of everything. Yeah. And I think that's an opportunity we either use well or don't. So I think there might be some amazing positives to come out of this. OK. Il me reste à vous remercier tous les deux sincèrement de cet échange tout à fait riche. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont posé des questions. On ne les a pas toutes passées, mais c'était bien intéressant de vous entendre. Et longue vie à Africa 2020, un peu décalé, mais bravo pour tous ces échanges que vous sollicitez les uns et les autres, et grâce aussi à nos invités. Très bonne soirée à tous. Many thanks, Tao. It was a pleasure. Thank you, Dominic. And, thank you, Dominic. Michelle, thank lovely you. to speak Thank to you. you. Thank you, Dominic. Bye-bye, everybody. Bye-bye. Bye.